Bonjour tout le monde. Le hockey collégial féminin, on a un spécial aujourd'hui. On va parler des éliminatoires qui ont déjà commencé, qui vont évidemment continuer encore un bout de temps. Et on a avec nous aujourd'hui, en plus de Léa McIntyre qui est avec nous régulièrement, on a amené avec nous un expert, un gars qui suit le hockey féminin depuis un solide bout de temps, qui en a vu d'autres et puis surtout qui a une bonne compréhension de ce qui se passe des enjeux dans le hockey féminin en général. Christian Lemelin, un journaliste d'expérience. Bienvenue avec nous, Christian. Merci de m'inviter. Je vais essayer de rendre ça intéressant. J'ai aucun doute sur la question de l'aspect intéressant de la chose. Aucun problème de ce côté-là. Léa aussi, bonjour, évidemment. Salut. On a commencé les séries déjà. Évidemment, on a eu une bonne saison régulière. On a eu une belle bataille entre Champlain-Lennoxville et Limoilou en particulier là, pour la tête. À la fin, Champlain-Lennoxville a réussi à garder le sommet. On a aussi John Abbott, évidemment, qui sont toujours excellentes. Donc, on a ce trio-là d'équipes très fortes. Mais évidemment, les séries sont ce qu'elles sont. On remet tous les compteurs à zéro et on recommence. Donc, on a débuté déjà les séries. John Abbott contre Saint-Laurent. On a aussi Dawson, évidemment. Léa avec Dawson, tu as une bonne idée de ce qui se passe contre André Laurando. Puis on a aussi Limoilou qui a amorcé sa série contre Édouard Montpetit. Léa, je vais commencer avec toi. Avant qu'on se lance dans les séries de ce qu'on prévoit et ce qui s'est passé, à quel point j'ai raison quand je dis qu'il faut tous les compteurs retombent à zéro, au-delà des statistiques, des choses, à quel point ce qui s'est passé en saison régulière vient affecter justement ce qui va se passer en éliminatoire. Est-ce qu'on est capable de faire abstraction de ça et de commencer une série à zéro? Vous autres, dans votre cas, c'est justement contre le boomerang d'André Laurando, ce qui s'est passé pendant la saison. Est-ce qu'on est capable d'effacer ça ou on utilise ça justement pour se préparer pour les séries? Dans notre situation, on joue André Laurando. Donc le premier match est joué déjà. On a perdu 3-0. C'est sûr que dans notre cas, on voulait oublier ce qui s'est passé durant la saison. On n'a pas eu beaucoup de succès contre cette équipe-là. Donc, on voulait vraiment repartir à neuf sur des nouvelles bases pour vraiment se donner la meilleure des chances et pas justement retomber dans nos vieilles habitudes de quand on jouait contre eux. Est-ce que ça a fonctionné pas à 100%? On a perdu, mais on continue à travailler là-dessus pour justement le prochain match. Champlain-Lennoxville, eux autres, ça va être difficile quand ils vont commencer parce que ça va faire 4 ou 5 fins de semaine qui n'auront pas joué de match. Donc, leur laisser passer, ça peut être un cadeau empoisonné parce que il va peut-être avoir un petit peu de rouille quand il va recommencer. Mais sinon, pour des équipes comme Limoilou qui ont une deuxième partie de saison tellement belle, qui avait tellement de succès, c'est sûr qu'ils entrent en série avec un momentum puis beaucoup de confiance. Donc, ça peut être un bon avantage pour eux. Même chose pour John Abbott. Toi, Christian, comment tu vois ça, justement, cet aspect-là des éliminatoires? Là? Évidemment, tu affrontes les classements font en sorte que les équipes plus fortes, comme tu disais, Léa, Champlain-Lennoxville a une pause là, qu'on peut dire soit forcée ou gagnée, selon si on y voit un avantage. Mais toutes les autres équipes sont en action. Comment justement, Christian, tu vois cet aspect-là de recommencer un peu comme je dis, on recommence à zéro, mais c'est jamais recommencer à zéro, comme Léa a dit. Il y a eu une saison, il s'est passé des choses, puis c'est les mêmes joueuses, puis c'est les mêmes personnes qui entrent en ligne de compte. Donc, comment toi, tu vois ça, cet aspect-là? Il reste que, tout d'abord, toutes les équipes ont eu une pause un petit peu plus longue. Puis dans le cas de Lennoxville, c'est sûr que les autres, il y a une semaine de plus à ça, même un petit peu plus. C'est pratiquement, comme disait Léa, je dirais 4 semaines de répit, de pause. Est-ce que s'il y avait un petit peu de poussière qui va s'être accumulée dans l'équipe? Écoute, moi, j'ai pas vu les matchs là, de la fin de semaine, sauf celui impliquant les Titans et les Lynx, évidemment. Mais on pouvait constater quand même qu'avec, les Titans aussi ont été 2-3 semaines là, sans jouer, 19 jours, je crois. Et puis, c'est la même chose pour toutes les autres équipes. Alors, il s'agit de remettre les machines en marche, puis on voit qu'au niveau de l'exécution, moi, en tout cas, si je me fie à ce que j'ai vu
Limoilou, Édouard Montpetit, en début de match, on voyait que, la machine des Titans fonctionnait bien, mais c'est au niveau de l'exécution, de la finition des jeux que c'était un petit peu, ça manquait un petit peu de fini, si on peut dire ça comme ça. Il y avait des lancers. Ça, c'est une coutume. Léa l'a vécu aussi cette année contre les Titans, des matchs avec 50 lancers ou autour d'eux. Et puis, il y avait, je te dirais, 50 lancers d'effectués par les Titans à la mi de la troisième période, puis ils avaient marqué seulement 3 buts. Alors, ça peut être significatif de 2 choses. Ou les filles des Titans ont manqué justement de cohésion dans la finition de leur jeu, ou, puis ça aussi, c'est valide ou valable, la gardienne des Lynx a fait du très bon travail. Puis on connaît Lauriève Gendron qui, elle n'était pas sur l'équipe du Québec pour rien. Elle a mérité son poste. C'est une fille qui est excellente. Et puis, ça va être une fille à surveiller l'an prochain. Mais si on s'en tient aux séries, moi, je n'ai vu qu'un match, mais on voit qu'il y a des choses qui se dessinent. Il y a déjà un cas de réglé là, avec John Abbott qui passe déjà en demi-finale pour avoir éliminé Saint-Laurent en 2 matchs. La première rencontre de Saint-Laurent contre John Abbott, on aurait dit que les Patriotes étaient sur le point de créer une surprise. Ça a fini 5-3, c'est ça. Oui. Et puis, ça a fini 5-3, mais c'est parce qu'il y a eu une explosion là, en troisième période. Exact. C'était 1 après 2. Et puis ça, peut-être que ça a désamorcé un petit peu où les Patriotes, pour le deuxième match, ils n'ont pas réussi à marquer. Puis c'est Alicia Merola qui a eu le blanchissage dans le deuxième match. C'est difficile pour moi de juger ce qui s'est passé, mais des fois, on peut présumer qu'un petit peu que l'enthousiasme et la vigueur chez les Patriotes a peut-être baissé d'un cran pour le deuxième match en se disant qu'écoute, ils nous ont explosé en plein visage là, dans la première rencontre. Mais je dis ça sous toute réserve parce que je connais un petit peu Daniel Continelli, puis je le sais capable de motiver ses troupes. Mais on se bat avec les armes qu'on a. Et puis, mais il faut aller à l'évidence que John Abbott avait une équipe supérieure. Puis mais ils ont avancé dans la demi-finale avec une équipe solide. On le voit avec des filles aussi, là, des leaders comme Émilie Lucier. C'est incontournable. Cette fille-là, c'est presque la moitié de l'équipe à elle-même. Elle rend les autres meilleurs. Alors, c'est un petit peu ça. Puis pour ce qui est du match Limoilou, Édouard Montpetit, je parlais avec Guillaume Archambault. C'est sûr que cette équipe-là ne se fait pas d'illusions. L'objectif, c'est de faire le maximum puis d'être capable de bâtir à partir de ça pour l'an prochain. Parce que c'est une équipe qui est très jeune. Les Lynx ne perdent aucune joueuse en vue de la saison prochaine. Et puis, ce qu'on souhaite là-bas, c'est qu'on puisse s'en tirer sans trop de blessures. Parce que cette année, ça a été catastrophique de ce côté-là chez les Lynx. Et puis, régulièrement, ils jouaient à 14 joueuses, 13-14, des fois même à la limite du minimum permis. Et puis, ça n'aide pas. Puis, malgré que les filles se sont bien comportées en troisième période contre les Titans, on pouvait sentir qu'il manquait un petit peu d'essence dans le réservoir. Parce que se battre à 14 contre 18, puis quand on sait que les Titans, c'est une équipe qui est quand même assez équilibrée, au niveau là, de la structure de l'équipe. Et puis, on peut pas. Je pense pas qu'on ait pu demander mieux de la part des Lynx. Et puis, je veux pas être prophète de malheur, mais je pense que l'objectif, c'est de limiter les dégâts de ce côté-là pour elle. Et puis, on sait jamais, il peut y avoir un bon match. Tu sais, des fois, les astres s'alignent, puis l'équipe d'un côté, c'est une mauvaise journée, une gardienne qui n'est pas dedans cette journée-là, ou une coupe de buts ratés en début de match, puis des fois, le vent change, un but de l'autre côté, puis on ne sait jamais ce qui peut arriver. On l'a vu, les Lynx ont battu Lennoxville en début de saison, et puis on ne sait jamais. Ça pourrait arriver encore. Effectivement. Dans le fond, ce qu'on a vu essentiellement, dans la première fin de semaine, c'est une logique qui a été respectée. Évidemment, Dawson, André Laurando, même si, comme tu dis, Léa, ça a été difficile contre André Laurando cette saison, ça reste que on parle de 2 équipes qui ont
quand même, au niveau du classement, du moins, là, trouver le moyen d'être à peu près au même niveau. Le match comme tel, oui, c'est fini 3-0, mais c'est 26-24 les tirs au but en faveur de Dawson. Donc, c'est pas du comme on a vu dans d'autres matchs, justement, où est-ce que, comme Limoilou, là, 52-12 ou à peu près quelque chose comme ça, les tirs au but, ben, c'est pas ce qu'on a vu. Donc, dans cette série-là, Dawson contre André Laurando, là, il y a peut-être quelque chose à aller chercher pour vous autres, puis de voir comment le deuxième match va se passer. Il y a quand même lieu d'y croire, là, contrairement à. Ben, je dis contrairement, comme tu l'as dit, Christian, on ne sait jamais, les astres peuvent s'aligner, mais on ne s'attend pas nécessairement à un retour des Lynx dans cette série-là, tandis que les Blues, vous avez une chance là, de dire OK, nous autres, on est capable de se replacer. Vous avez quand même quelque chose sur lequel bâtir. Donc. Exact. Puis le fait qu'on jouait samedi et là, on joue samedi, ça nous donne une semaine entre pour se préparer, contrairement à Saint-Laurent qui a un très bon match, mais jouait directement 2 jours après. Donc, ça peut être difficile des fois. Nous, on a vraiment une semaine pour se pratiquer et peaufiner quelques petites choses, mais 2 de 3, ça va tellement vite. Tout peut arriver. Puis je parlais avec des arbitres avant notre match. Puis justement, ils disaient on est confiant que votre série, ça sera la seule qui va se rendre en 3 matchs. Puis tu sais, je pense que contre eux, malgré qu'on n'a pas gagné un match contre eux en saison ni en série, ça peut vraiment tourner d'un bord ou de l'autre. Même si c'est eux qui mènent, tu sais, on a manqué d'exécution beaucoup. Samedi. Si on avait marqué, en début de match, là, on avait pas mal de momentum. On avait marqué là, ça aurait été complètement un match différent. Donc, on bâtit là-dessus. On peaufine ce qu'on a à peaufiner, puis on va arriver prête chez nous samedi soir à Westmount. Vraiment, c'est des matchs qui sont serrés quand on joue contre eux, des matchs qui sont émotifs, des matchs qui sont physiques. On en a parlé souvent, toi et moi, Phil, c'est la gestion des émotions. Puis je pense que samedi, c'est l'équipe qui va gérer le mieux ces émotions qui va réussir à partir avec cette victoire-là. On espère que ce sera nous et qu'on sera capable de prolonger la série en 3. Mais tout ça va se voir samedi. Et là, si la logique se poursuit, Dawson ou André Laurando va sortir vainqueur là, de sa série, mais en dehors de ça, les Titans devraient théoriquement gagner leur série. Les Highlanders ont déjà gagné la leur. On va se retrouver on va se retrouver logiquement, encore une fois, avec une série Limoilou contre John Abbott. Ça, on va commencer, on va tomber dans le on va tomber dans le solide, le costaud, là, avec des séries où le talent va pouvoir s'exprimer beaucoup. Là, on va commencer à avoir vraiment des batailles super intéressantes. Parce que John Abbott, évidemment, Lucier, Barbirati, on a des joueuses là, vraiment intéressantes d'un côté. Puis Limoilou joue un hockey que Christian, tu serais le mieux placé pour nous décrire, mais un hockey où est-ce que c'est très systématique, d'une présence à l'autre. On voit une équipe rodée. Donc, ça va être très intéressant, là, je pense, cette série-là, si on continue plus loin. Il n'y a pas de doute là-dessus. Puis, moi, j'ai vu là, les matchs, pas Lennoxville, Lennoxville aussi, mais John Abbott contre Limoilou, particulièrement en deuxième moitié de saison. Tu sais, les Cougars ont commencé l'année en gagnant tout le temps. Et puis, les Titans avaient des aspirations, mais ils étaient toujours en rattrapage parce qu'ils ont eu le malheur de perdre un match en tout début de saison contre... on sait qui? Un beau blanchissage de Mme Lortie. Et puis, ça a été constamment un rattrapage. Puis, les Titans ont eu le malheur de perdre quelques matchs en prolongation, tir de barrage. Ça n'a vraiment pas été un succès pour elles cette année là, en prolongation. Mais je remarqué que c'est l'équipe qui a perdu le moins de matchs en temps régulier, seulement 2 défaites en temps régulier. Et puis, en deuxième moitié de saison, les Titans ont ouvert la machine. Ils ont eu, je ne me rappelle pas, je crois que c'est 12 victoires consécutives. Ça m'a rappelé il y a 3 ans quand ils en avaient gagné 21 à un moment donné là, pour finir en tête. Mais ceci dit, moi, il y a 2 fins de semaine marquantes là, dans la fin de la saison. C'est
les 2 fois où on est allé jouer, je dis on, là, je m'exclus de ça. Quand Limoilou est allé jouer contre John Abbott et Lennoxville, 2 jours collés, le vendredi soir puis le samedi après-midi, gagne le vendredi soir à John Abbott, gagne le samedi après-midi à Lennoxville. L'autre fois, même scénario et même résultat, victoire à John Abbott, victoire à Lennoxville. Ça a été des matchs là, vraiment serrés, intéressants. Je pense qu'au niveau du hockey collégial D1, là, c'est des moments d'anthologie, si on peut dire, parce que on voit là, des équipes qui sont quand même de force, disons, à peu près égales, des équipes bien gérées, bien dirigées, bien encadrées, avec du talent. Et puis, en tout cas, la série de John Abbott et Limoilou, ça promet du jeu serré. Avec, on connaît l'équipe de John Abbott, Léa pourrait confirmer, c'est une équipe qui est quand même agressive, qui laisse pas beaucoup de place à ses rivales, ça frappe dans la limite de ce qui est permis, et même un petit peu au-delà à l'occasion. Et puis, la face de Léa quand tu as dit dans la limite du permis, le petit... bon, ben écoute, moi, je suis ces équipes-là depuis quelques années quand même, puis je le vois, là, le nombre de punitions, les matchs entre, John Abbott et quelques autres, dont Limoilou, c'est toujours assez élevé. Je donnerais l'exemple du match entre Limoilou et Édouard Montpetit. Hier, il y a eu seulement 3 punitions. Alors, c'est plus tranquille de ce côté-là. Ça patine, ça patine, ça patine. Je ne dis pas que ça patine pas contre John Abbott, mais disons qu'il y a des obstacles qui s'élèvent un petit peu différemment. On laisse moins de place, là. Oui, tout à fait. C'est un jeu qui est serré, qui est bien... les filles, écoute, je pense que l'entraîneur des Highlanders fait un bon travail. Elle a une bonne équipe autour d'elle, équipe d'entraîneurs. Et puis, elle a les outils. Écoute, ils ont 14 recrues cette année. C'est quand même impressionnant de voir ce qu'ils ont réussi à faire avec 14 recrues. Et puis, d'être dans la lutte, là, c'est probablement les défaites contre les Limoilou qui ont fait en sorte qu'ils ont décroché un petit peu des 2 premières places. Mais moi, ça m'impressionne de voir que cette équipe-là a réussi. Il y a eu sûrement du bon repêchage de ce côté-là, mais il reste que c'est sur la glace que ça se passe. Et puis, moi, ça m'a impressionné de voir ça. Puis là, j'extrapole vers la prochaine saison. Les Titans Limoilou auront à se battre avec 11 nouvelles recrues l'an prochain. Et puis, la plupart d'elles viennent des As de Québec qui ont une saison extraordinaire au niveau N18 3A. Est-ce que ça va donner les mêmes résultats à Limoilou l'an prochain que ce qui s'est passé cette année à John Abbott? Moi, je suis un gars de Québec, j'ai étudié à Limoilou, etc. Disons que je le souhaite, que ça soit aussi bon. Mais je pense réellement que ça devrait bien aller. Mais ceci dit, si on reste à 2022-2023, oui, ça va être une belle série, John Abbott-Limoilou, à moins qu'il y ait un miracle entre-temps, et puis qu'Édouard Montpetit, je ne sais pas, qu'il y ait l'autobus des Titans prenne le fossé en allant vers Longueuil samedi. Mais il y a peut-être quelque chose, un élément qui va peut-être vous faire sourire, c'est que samedi, on arrête à la cabane à sucre avant le match. Puis l'année passée, Léa va peut-être s'en rappeler parce qu'on a fait la même chose, encore une fois, je m'inclus là-dedans cette fois-là, parce qu'à la cabane à sucre, c'était très agréable. Les Titans allaient jouer contre les Patriotes. Et puis, ça n'a pas été un très, très bon match pour les Titans. Et puis, Léa doit corroborer ça. Et puis, est-ce que l'effet cabane à sucre va se faire sentir encore cette année? Je l'ignore, mais c'était juste un petit aparté là, pour... C'est intéressant parce que si ça ne va pas bien, à un moment donné, il va falloir changer la tradition là, si ça pose problème. En fait, ce n'est pas nécessairement une tradition, c'est que la capitaine des Titans, Caléane Laforge, dans sa famille, il y a une érablière à Sainte-Hélène-de-Bagotte. OK. Et puis, c'est qu'ils ont décidé que ce serait peut-être une bonne idée pour détendre un petit peu l'atmosphère, de faire une pause à la cabane à sucre. On est dans le temps des sucres. Et puis,
C'était une belle journée. Puis, on souhaite que ce soit encore une belle journée samedi. Il annonce un petit peu froid, par contre, 0. Mais ça devrait être correct. On prévoit du soleil. Alors, ça va être agréable. Ça peut détendre l'atmosphère, faire oublier là, la pression d'un match de séries éliminatoires. Puis, ça devrait bien aller, à la condition que les filles n'abusent pas trop sur la tire d'érable. Évidemment, évidemment. Limoilou, on l'a dit, a fini très, très fort, justement, pendant la deuxième moitié de saison. À quel point il faut considérer Limoilou, même si Champlain-Lennoxville et John Abbott, puis il faut prendre les matchs un à la fois, évidemment, là, mais à quel point Limoilou, il faut les considérer comme les favorites, là. Avec le momentum qu'elles ont, avec comment elles ont réussi à se structurer, puis qu'on sent justement que cette machine-là est bien huilée. Est-ce que, justement, à cause de ça, il faut les considérer comme favorites ou parce que les équipes comme Lennoxville, comme John Abbott ont des joueuses tellement dangereuses offensivement que non, il n'y en a pas de ça de favorite, il n'y a pas cette réalité-là. Comment on voit justement le momentum versus les ressources en place? Parce que, bien évidemment, là, puis j'enlève rien aux ressources de Limoilou, ils ont été plein de bonnes joueuses, là, c'est pas le point, mais une Émilie Lucier, une Gabrielle Santerre, ça reste des joueuses exceptionnelles. Donc, quand tu as ça dans ton équipe, veux pas, est-ce que tu as cette confiance-là différente de dire, il y en a une dans la gang qui est capable de vraiment faire une différence, changer le match quasiment à elle seule, alors que Limoilou est probablement plus une équipe extrêmement bien configuré, extrêmement solide, un noyau, qui, comme je le disais tantôt, qui travaille. On dirait que l'équipe, peu importe qui est sur la patinoire, ça travaille de la même façon, ça travaille. Donc, comment on voit ça, justement? Est-ce qu'il faut considérer Limoilou comme favorite? Moi, j'aurais pas peur de dire que Limoilou est favori. S'il y a une équipe qui est capable de rivaliser avec John Abbott et Lennoxville, qui ont des super vedettes, c'est bien les Titans, qui sont équilibrés, ils ont beaucoup de profondeur, que ce soit leur premier ou leur quatrième trio, sont capables de jouer avec Santerre ou Lucie, là. C'est pas un problème pour eux. On le sait, cette année, je pense que Santerre a 3 points contre les Titans. Il n'y a rien. Non, c'est vrai, ils ont réussi à l'arrêter. Impressionnant, là. Donc, ils vont être capables de le faire contre Émilie aussi. Pascal, je suis certaine qu'il va être capable d'ajuster son plan de match en fonction de ces deux joueurs-là. Puis vraiment, selon moi, l'équipe est bâtie pour affronter des joueuses comme ça parce que, oui, c'est sûr que tu essaies de matcher un peu tes trios, mettre tes meilleures joueuses contre des joueuses vedettes comme ça. Mais en même temps, même si tu ne réussis pas à matcher et que c'est ton troisième, quatrième trio qui se ramasse contre Émilie Lucier, par exemple, ben, ils vont être capables de jouer contre elle. Puis il n'y aura pas un gros avantage pour John Abbott à ce moment-là. Puis aussi, Phil, on en a parlé beaucoup quand on parlait d'un universitaire, mais la culture des gagnants qui ont, autant qu'on parlait de Concordia, mais Limoilou, c'est la même chose, là. Ça fait combien d'années, Christian, que vous êtes en finale, que vous gagnez, puis que, tu sais, je me rappelle à chaque fois, je rentre dans l'aréna à l'Arpidrome, je passe devant le vestiaire, puis je vois leur belle pancarte de Limoilou avec tous les championnats décrits en dessous, puis je me dis, à un moment donné, ils vont-tu laisser la chance aux autres? C'est arrivé l'année passée, mais non, mais ils ont tellement une belle culture de gagnants. Ils ont des filles qui ont Héloïse Caron qui est allée au championnat du monde qui a gagné. Il y a des filles qui ont gagné avec l'équipe Québec sur équipe. Ils ont un background rempli, beaucoup d'expérience, une équipe qui est vieille quand même. On pense, Christian le disait tantôt, là, il y a 11 filles qui rentrent l'année prochaine, ça veut dire qu'il y a 11 filles qui quittent cette année. Donc, c'est une équipe qui est en maturité. J'aurais vraiment pas peur de dire qu'ils sont favorites. Puis, moi, le fait que Lennoxville a fini l'année sur des hauts et des bas, 5 week-ends sans jouer de match. Je serais pas surprise qu'ils se fassent surprendre puis que Limoilou tombe favori, là. Moi, je partage l'opinion de Léa aussi parce que, écoute, on l'a vu, là, ils ont réussi à maîtriser Gabrielle Santerre. Ils ont réussi à maîtriser aussi Émilie Lucier. Quoi qu'Émilie était un match, elle était suspendue 2 matchs, puis ça a donné que c'était entre autres contre Limoilou un soir. Alors, ça a limité un petit peu son impact, puisqu'elle n'était pas là. Mais il reste que
Pascal Dufresne a réussi à structurer là, son affaire pour que même si à un moment donné, Dave Evangelo coupe son banc un petit peu, il fait jouer Gabriel sur 2 trios, même chose pour Émilie Lucier. Chez les Titans, il y a des armes, il y a des atouts sur d'autres trios qui peuvent patiner, coller des filles comme Émilie Lucier et Gabrielle Santerre. Et puis, il y a quand même quelques bonnes patineuses. Puis, il faut aussi que Gabrielle et Émilie se préoccupent des autres filles qui sont de l'autre côté parce que si tu joues contre le trio de Rosemary Brochu, Wicona Laloche et Alexandra Giguère, il faut que tu fasses attention parce que c'est pas rien, là. Puis, je vous rappellerai que dans les rangs midget, la dernière année de Gabrielle Santerre, la meilleure marqueuse du circuit midget, c'était Alexandra Giguère. Et la deuxième, c'était Wicona Laloche. Puis, on voit maintenant là, que ces 3 filles-là, ben, c'est capable de dominer dans un circuit comme la Ligue collégiale D1. Et puis, là, avec la formation du trio dont j'ai fait mention tout à l'heure, j'ai ramené ça à un moment donné. Il y a quelques jours, là, j'ai publié quelque chose à l'effet qu'il y en a qui avaient terrorisé la Ligue pendant la saison 2022-23. Bon, il a été question de Gabrielle Santerre, Émilie Lucier, mais le trio, Brochu, Laloche et Giguère, c'était vraiment bien à voir. Puis ça, c'est une trouvaille de Pascal Dufresne. Là. Puis après ça, il y a d'autres trios aussi. Là. Rebecca Morissette, Héloïse Caron, sur le même trio. C'est quelque chose aussi avec Noémie Fontaine. Tu sais, c'est toutes des filles qui sont parmi les 25 meilleures marqueuses du circuit. Puis après ça, tu descends un petit peu aussi dans la liste des trios. Tu as une fille comme Cyrine Kassem qui joue avec une recrue. Et puis, avec Laurent Tremblay, ça, c'est une fille qui patine aussi, puis qui est très efficace en désavantage numérique. Tu sais, Cyrine qui se retrouve avec ça, puis elle avait un rôle quand même. Cette fille-là aurait pu jouer sur le premier trio de à peu près toutes les équipes de la Ligue. Oui. Et puis, on lui a confié une mission qu'elle a acceptée. Puis, puis là, ben, on voit qu'elle a pris son rythme avec les 2 autres filles qui jouent avec elle. Et puis, bon, ça fait que finalement, il y a 4 trios. Puis la défensive des Titans, ben, avec La Forge, La Plante, Brassard, et puis Eliane Michaud, puis les 2 plus jeunes, là, Jordan Laforme et puis Alexia Côté. Alexia Côté, là, surveillez-la l'an prochain. OK. Ça va être quelque chose. Cette fille-là est bonne dans les relances. Là, c'est vraiment, là, c'est... Je ne veux pas faire de comparaison avec des joueurs qui ont passé dans la Ligue nationale, mais elle a vraiment un sens offensif assez particulier. C'est pas gentil. Et puis, ma tablette à côté qui me répond. Il y a une fille aussi qui s'en vient chez les Titans l'année prochaine, Rosalie Breton, qui était dans l'équipe du Québec aux Jeux du Canada. Léa l'a sûrement connue. C'est une bonne joueuse. Ça va être quelque chose à voir, ça aussi. Alors, je pense que pour les Titans, là, c'est de bon augure pour l'an prochain, mais pour cette année, là, je pense qu'elles ont les armes pour ne pas parler des gardiennes. Là. Non, c'est ça, exact. C'est mon prochain point, justement. Parce qu'effectivement, on s'entend que Limoilou est aussi une pépinière à gardienne, même si c'était une pépinière à toutes sortes de joueuses. il y a un paquet de bonnes gardiennes qui sont sorties de là. Mais je veux revenir parce que là, on parle du top 3, mais il reste que Dawson, vous en avez une pas pire aussi. Ces genres de joueuses, surtout le genre de position qui peut faire tellement de différence parce que capable de voler des matchs. Donc, évidemment, il y a André Laurando à passer d'abord et avant tout. Il faut gagner le prochain match. Mais comment une équipe, justement, comme Dawson pourrait déranger Champlain-Lennoxville, parce que ce serait ça, là, si la logique se maintient, que Dawson se retrouve contre Champlain-Lennoxville qui est en vacances depuis longtemps et avoir une gardienne bien échauffée, appelons ça comme ça, pour pouvoir déranger justement puis peut-être briser un rythme d'une équipe qui va probablement être capable plus le match va avancer, de créer son rythme puis faire ce qu'il est capable de faire. Mais avoir des bonnes gardiennes peut quand même, veut pas, là. On a beau dire ce qu'on voudra, à un moment donné, le gardien arrête les rondelles. Avoir des bonnes gardiennes comme ça, à quel point ça peut faire la différence
Je n'irai pas jusqu'à mettre à gager ma maison sur Dawson, et en tout respect, contre Champlain-Lennoxville, puis tant mieux si je perdais mon argent. Mais je vais être bien content pour vous autres. Mais la réalité, c'est à quel point les gardiens vont avoir un impact là, dans ces matchs-là, peu importe les équipes qui s'affrontent, et même peu importe qui va aller en finale après. On va avoir des bons duels. Là. Il y a des bonnes gardiennes. Oui, ben, que ce soit nous ou André Laurando qui joue contre Lennoxville. André Laurando aussi, là, leur gardienne est Boivin, je pense son nom. Oui, Laurence. Excellente, là. Nous autres, on n'a pas été capable de marquer contre elle. On a 26 tirs au but, puis il y en a des tirs qui étaient dangereux. Donc, mais c'est sûr que nous, Jeanne, c'est Jeanne qui garde les buts présentement. Que ce soit Jeanne ou Noémie, ils nous ont volé des matchs cette année-là. Jeanne a volé le match contre Limoilou, on le sait très bien. Et Noémie a volé le match contre John Abbott. C'est sûr que d'avoir une gardienne de cette qualité-là, c'est un avantage. Elle change le match à elle-même. Ça nous met en confiance aussi. On sait que si on fait une erreur, ben Jeanne est là pour nous aider. Donc, ça met vraiment en confiance. Mais je trouve tellement que cette année, les gardiennes de but sont dominantes dans toutes les équipes, là, bien honnêtement. Limoilou en a 2 vraiment solides. John Abbott aussi, quand même, les 2 performent bien. Lennoxville, la même chose. Donc, vraiment, la position de gardien de but est dominante cette année dans le circuit, selon moi. Puis ça peut changer le match parce qu'ils peuvent voler un match à eux-mêmes. Ouais, puis moi, pour renchérir, tu sais, une gardienne qui fait 2-3 gros arrêts en début de match, là, ça peut mettre son équipe en confiance. Et puis, à un moment donné, ben, la confiance amène des bons résultats. C'est comme ça que ça marche, là, bien souvent. Là. Puis, par contre, à l'opposé, là, je vais vous parler, c'est presque... Moi, je n'avais jamais vu ça. Là. Le dernier match, Limoilou-Lennoxville. Les 2 premiers lancés des Cougars, 2 buts. On s'est dit, c'est Erika Gagnon qui était devant le filet des Titans. Mais, tu sais, je commence à connaître Erika un petit peu, là, puis je sais qu'elle a du caractère. Mais ça aurait pu la démolir carrément, là. C'est 2 lancés, 2 buts. Ben non. Elle s'est relevée, puis finalement, ben, les Titans ont fini par gagner le match. Et puis, ça, c'est aussi des choses qui peuvent arriver. Mais il reste que c'est rare que des situations comme ça se présentent. Et puis, c'est plutôt des beaux arrêts en début de match. Là. Tu vois, je sais pas, moi, Gabriel Santerre se présente devant Jeanne Lortie en début de match, là, un échappé, là. Puis Jeanne fait l'arrêt, là, je sais pas, de la jambière droite ou du bloqueur, etc. Je pense que ça peut mettre un petit peu d'enthousiasme dans l'équipe. Et puis, bon, ça serait le fun que ça arrive, quelque chose comme ça, là, à un moment donné. Là, tu sais, là, je dis ça pour encourager Léa, mais c'est vraiment, tu sais, qu'il y ait quelque chose là, pour rendre le match là, plus piquant. Tu sais, quand tu arrives, puis moi, j'en ai vu des matchs là, cette année, dans les années auparavant. Tu sais, quand tu arrives, puis que c'est 4-5-0 après une période, c'est assez difficile de motiver ses troupes. Et puis, bon, tu te dis, ben, écoutez, là, les filles, on fait notre possible, puis on essaie de limiter. Tu sais, je voyais la stratégie des Lynx, là, dimanche. Et puis, ils ont bien bloqué le centre, puis ils ont bien empêché les filles des Titans de s'approcher du but, tout ça. Alors, il y a eu quand même beaucoup de lancers, 53, là. Et puis, mais il y avait des lancers qui étaient, bon, appelons ça des lancers pour la forme. Et puis, mais il reste que, je ne veux pas enlever le mérite à Lauriève Gendron, mais la qualité d'une gardienne, là, c'est l'anticipation. Hein. Si tu es capable d'anticiper ce qui va se passer, tu vas bien te placer, tu vas bien couvrir tes angles, tu vas bien prévoir la ligne de tir, etc. Donc, souvent, il y a des arrêts qui semblent tellement faciles, tu te dis, bof, ouais, c'est ordinaire, mais finalement, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière tout ça, c'est l'anticipation, à mon avis, qui fait la différence. Ça fait aussi une certaine différence au niveau de tous les joueurs sur la glace quand tu es capable de prévoir un petit peu ce qui pourrait se passer pour éviter d'avoir, tu sais, des fois, un lancer est banal parce que la fille, au lieu de lancer sur réception, va donner un coup de patin de plus, puis là, ça donne une fraction de seconde de plus à l'adversaire pour se placer convenablement.
puis d'arrêter de bloquer le jeu, etc. L'anticipation, je pense que c'est un des sens à développer là, chez chacune des joueuses. Et puis bon, les gardiennes, je pense que c'est une des belles qualités qu'elles ont, là, d'être capable de... Est-ce que vous voyez une gardienne qui aurait le déçu en ce moment, qui pourrait faire vraiment parmi là, les équipes encore en lice, est-ce qu'il y a une gardienne en particulier que elle, parce que oui, on parle beaucoup des Santerre et des Laloche et des Lucier et compagnie, mais est-ce qu'il y a une gardienne qui va pouvoir, selon vous, se lever et qui serait celle qui va ultimement amener son équipe aux grands honneurs? Est-ce qu'il y en a une, d'après vous, là, qui est en haut des autres? Moi, je dois y aller. Ben, c'est sûr, c'est ma gardienne, mais je dois y aller avec Jeanne. Moi, Jeanne, elle m'impressionne. Je me rappelle d'avoir joué contre elle l'année passée. Là, cette année, je la vois à tous les matchs, toutes les pratiques. Elle m'impressionne. Elle est tellement calme devant son filet, tellement en confiance de ses moyens. Elle l'a fait, voler des matchs. Donc, pour moi, ça serait elle, mais vraiment, là, tu sais, je pense à Laurence Bovin, André Laurando. Elle aussi est capable de le faire, là. Mais je dois y aller avec Jean. Ben là, on va mettre de la pression sur quelqu'un. Si une de ces filles-là écoute le balado, moi, je suis d'accord avec Léa. Jeanne est la fille qui pourrait changer la donne, là. Et puis, mais c'est aussi le cas chez les Cougars. Jade de la Chance Blouin peut connaître un match extraordinaire. Même chose à Limoilou aussi, là. Clara Génier n'est pas piqué des verres non plus. Non, c'est des filles, tu sais, puis Clara, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est très grande. Et puis, tu sais, il y a beaucoup de buts là, qui sont marqués dans les coins supérieurs, mais Clara, elle les occupe un petit peu plus que les autres. Parce que même quand elle est à genoux, elle prend plus de place, elle est plus grande. Alors, tu sais, moi, je dis souvent aux filles, écoutez, là, Alex Ovechkin a marqué probablement 750 buts dans les coins supérieurs. C'est sûr que l'idée, c'est ça, là, finalement. C'est sûr que tu peux te déjouer, prendre des rebonds, etc. Mais plus une fille est grande, plus elle a de chance de faire ces arrêts-là. Et puis, tu sais, hier, le match des Titans, j'en ai parlé un petit peu, c'était une des constantes dans le match, là, les tirs trop hauts. Les filles visaient les coins, puis ben, ils visaient le coin, mais ça se ramassait dans la baie vitrée derrière, en plusieurs occasions. C'est pas mauvais de viser haut, mais il n'y a pas que ça, évidemment. C'est pas tout le monde qui a la puissance, la précision et la rapidité d'exécution de Alex Ovechkin. Moi, je me rappelle, j'avais déjà. Presque personne que ça. Vous connaissez tous Audrey-Anne Veillette. Bien sûr. Moi, quand je l'ai vue à Limoilou, je disais, tu me fais pas. Tu sais, en étant droitière, elle se place du côté gauche, du côté droit par rapport à la gardienne, mais du côté gauche par rapport à nous qui voyons le jeu. Et puis, les tirs sur réception, elle avait développé une capacité de réaction absolument exceptionnelle pour du hockey collégial féminin. Et puis, bon, ben, elle n'a pas débloqué autant, aussi rapidement là, au niveau universitaire, mais là, cette année, on a vu l'éclosion d'Audrey-Anne Veillette. Et puis, on le voit, qu'est-ce que ça donne? Une fille qui est capable de réagir rapidement dans des situations corsées. La rondelle ne reste pas longtemps sur sa palette. C'est vraiment un atout majeur pour elle. Puis, c'est un atout que d'autres filles... tu sais, là, je regarde du côté des Titans de Limoilou, une fille comme Alexandra Giguère, qui a un sens du hockey extraordinaire. Une de ses qualités, c'est d'être capable de placer des tirs dangereux presque à tout coup. Et puis bon, ça ne marque pas toujours, mais c'est une fille qui, l'an prochain, pourra peut-être avoir style un but par match ou pas loin. Là. Intéressant. Est-ce que si... Ben, je continue toujours avec mon principe de logique. Là, si on se retrouve avec une logique où, Champlain-Lennoxville va commencer sa série contre Dawson ou André Laurando. Champlain-Lennoxville gagnerait si la logique se maintient. Alors que Limoilou et John Abbott vont venir de jouer une série probablement assez difficile. Les probabilités sont assez élevées que
veux pas, même si ça se passe rapidement, que une équipe gagne tous ses matchs, quoi, ça va rester que les matchs vont avoir été difficiles à gagner. Là, j'en suis persuadé. Ça va prendre une bataille sur la glace. Est-ce que ça risque pas d'entraîner une certaine fatigue puis avantager Champlain-Lennoxville qui, malgré le fait qu'ils auront été en vacances un bon bout de temps, vont quand même avoir eu le temps de revoir un peu de hockey avant la finale? Est-ce que ça pourrait avantager Champlain-Lennoxville en finale d'avoir justement ce chemin-là, de cette façon-là, de ne pas avoir eu à affronter une des deux autres top équipes là, du trio de tête? Ben, c'est un ou l'autre, selon moi. Là. C'est soit que ça va jouer en leur faveur, soit que l'équipe qui va sortir gagnante de Limoilou de Jamabot va avoir le momentum, va être prêt, va être dedans, le mindset va être bon. Ça va tellement avoir été une série intense qu'ils vont sortir de là gonflé à bloc. Donc, ça va être soit un, soit l'autre. Connaissant les deux entraîneurs de Limoilou et Jamabot, je suis certaine que ça va être plus, ça penche plus vers sortir gonflé, prête que peut-être plus être épuisé après cette série-là qui va être difficile. Christian, reprends-moi si je me trompe, mais la finale, c'est plus long. C'est pas un 2-3, je pense que c'est un 3-5. C'est 3-5, oui. Donc, c'est plus long. Tu sais, un 2-3, ça va vraiment rapidement, là, de se faire surprendre le premier match. Après ça, tu joues un peu sur talon, tout peut arriver. 3-5, là, ça se place un peu plus. Plus de hockey, plus de matchs. Donc, moi, je pense que l'équipe qui va sortir gagnant de John Abbott et Limoilou va avoir un avantage sur la note. Ouais. Puis, comme tu dis, Léa, 3-5, donc c'est complètement différent parce que 1-2-3, tu perds le premier match, puis là, tu es acculé au pied du mur. Alors, j'allais dire accumuler. La bonne vieille expression de Henri Richard, quoi, qui avait dit ça. Hein, il n'est probablement pas le seul, de toute façon. C'est ça, 1-2-3, c'est pas évident. Là. Tu perds un match. Et puis, là, c'est la pression. Mais c'est pour ça que je pense que ça va amener justement beaucoup d'intensité, puis que je me demandais justement s'il n'allait pas avoir une... Je comprends le momentum, mais en même temps, ça se joue sur des détails quand des équipes sont si près une de l'autre en termes de qualité de jeu, que je me dis des fois, tu sais, c'est une petite fatigue mentale ici, parce que veux pas, tu as un gros high, ça se peut qu'il y ait une petite descente juste... Mais comme vous dites, un 3-5 après permet que même si tu échappes le premier match, tu as le temps de revenir, tu as le temps de te replacer. Mais quand même, je posais juste la question parce que j'essaie de voir si Champlain-Lennoxville, parce qu'on en parlait dès le début, là, cette fausse impression qu'on a gagné un avantage en ayant une pause, ben est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un retour du balancier par rapport à ça? Mais peut-être pas finalement. Là, puis c'est là que bon, peut-être qu'ultimement, ça empêcherait justement Champlain-Lennoxville d'être à son maximum pour... ou en tout cas, quand je dis à son maximum, comprenez-moi, là, ça peut être sur plein de détails, mais le Champlain-Lennoxville, qu'on ait le droit à cette fameuse finale où on va avoir vraiment deux équipes là, à leur plein potentiel, à leur maximum au moment de s'affronter. Ah, ben moi, si je peux intervenir là-dessus, il y a quand même un élément là il faut réaliser qu'on est en fin de saison, puis il y a quand même une fatigue physique accumulée. Bon, mentalement, c'est autre chose, mais quand le corps n'est pas à son maximum, je comprends que les filles sont en forme, là, puis c'est des filles qui ont du talent, puis tout ça, puis qui sont bien entraînées. C'est sérieux. Moi, j'ai connu le hockey des années 70, là, et puis... il y avait un coach derrière le banc, même dans les rangs professionnels majeurs. Et puis aujourd'hui, il y a des équipes qui ont des nutritionnistes, consultants ou consultantes, des préparateurs ou préparatrices physiques. 3-4 entraîneurs derrière le banc, chacun sa spécialité. C'est vraiment différent. Mais il reste que la fatigue, ça peut... Puis la fatigue et le repos aussi peut avoir... l'année de la pandémie, il n'y a pas eu de saison. Au début de la saison qui a suivi, il y a eu une hémorragie de blessures dans toutes les équipes, pas juste au collégial, dans tous les niveaux de hockey. Dans tous les sports, je te dirais, parce qu'on a vu ça au football, on l'a vu au basket. Ouais. Oui, effectivement. Et puis, ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que, tu sais,
si tu n'as pas joué pendant 1 an, tu as beau être reposé, mais sauf que tes réflexes ne sont pas au point. Tes réactions, je parlais tantôt de temps de réaction puis d'anticipation. C'est toutes des choses qu'à un moment donné, si tu n'as pas réagi assez vite d'une mise en échec, c'est des blessures, etc., des claquages. Bon, moi, j'ai vu des épaules disloquées chez les Titans de Limoilou, etc., etc. Fait que ça peut avoir un bon côté, mais aussi, des congés trop longs, oui, tu es reposé, mais aussi, ça peut avoir un effet négatif de ce côté-là. C'est pas souhaitable pour personne, mais il y a aussi ça. Bon, puis la fatigue, je regarde, Héloïse Caron, qui a participé... Elle en a joué beaucoup de hockey, là. Hey, c'est incroyable, là. Quand on regarde, on dit que jouer 68 matchs dans le hockey junior majeur, c'est beaucoup, mais j'ai fait une espèce de petit calcul approximatif de ce qu'une fille comme Héloïse et quelques autres au niveau collégial et même M18 ont eu à s'astreindre pendant les derniers mois. Des camps de l'équipe du Québec, des camps de l'équipe du Canada, des tournois de fin de saison, 30 matchs de saison régulière, un tournoi à Ottawa, le tournoi des Jeux du Canada, le championnat mondial. Les 2 tournois en début de saison. Vous autres, vous avez fait Boston puis Stony Creek. Oui. Elle doit en jouer pas loin de 70 matchs. Mets tout ça bout à bout. Puis là, avec une équipe qui pourrait se rendre à la limite dans les séries éliminatoires collégiales, ça prend des jeunes filles, des jeunes femmes qui sont vraiment bien préparées, qui sont en santé, qui sont en forme, et puis qui prennent soin d'elles-mêmes. Et puis, évidemment, ça prend des antécédents, il y a quand même des gènes, là. Oui, mais ça, effectivement. Mais je posais quand même la question parce que, comme je dis, j'essaie de voir ce qui peut faire la différence à ce niveau-là parce que, oui, ça se joue sur la patinoire, mais bon, à cause qu'on en discute, j'essaie de voir s'il n'y a pas une équipe qui peut tirer avantage d'une situation plus qu'une autre. J'aurais aimé, en fait, en temps normal, je vous aurais demandé qui vous voyez gagner, mais je sais que Léa, tu vas dire Dawson, puis Christian, tu vas dire Limoilou pour être championne à la fin, à moins que vous me surpreniez. Est-ce que je peux m'attendre à une surprise ou c'est ce que vous pensez pour la fin? Qui va soulever la bannière d'après vous? J'ai pas le choix de dire Dawson. J'y crois. Honnêtement, j'y crois. Mais si c'est pas nous, j'irai avec Limoilou. Pour moi, c'est l'année à Limoilou. Ils ont tellement une belle fin de saison. Ils sont bien coachés. Comme je disais tantôt, il y a une belle culture. C'est leur année. Ils sont une équipe à maturité. Ils sont solides dans les filets. Moi, je pense que c'est ce qui va faire la différence en bout de ligne. Donc, si c'est pas nous, moi, je pense que ça va être Limoilou. Moi, pour ma part, je vais faire plaisir à Léa. J'aimerais ça avoir une finale Limoilou contre Dawson. Et puis, maintenant... à quel point tu y crois au-delà de t'aimerais ça? Là, je ne ferai pas plaisir à Léa. Non, mais ça serait le fun parce que, je connais quand même un petit peu Léa depuis l'année dernière en particulier. On s'entend bien, puis tout ça. Joey Brandone, votre entraîneur-chef, j'ai eu une belle relation avec lui cette année. Moi, j'aime côtoyer des gens sympathiques avec qui je suis capable d'engager une conversation intéressante, positive, etc., etc. Puis des gens qui sont capables d'accepter des points de vue puis de donner le leur. Et puis, ça a été le cas avec Léa et avec Joey. Je pense que c'est Joseph, son nom. Hein, oui, mais on l'appelle Joey. Oui. C'est un petit peu comme Dave Evangelo, aussi David. Ouais. Bon, ceci dit, mais il reste que... écoute, ça me ferait un peu de la peine là, que Dawson se fasse éliminer comme ça, surtout en 2. Au-delà de ça, je pense que vraiment les Titans de Limoilou ont les outils pour ça, pour aller jusqu'au bout et gagner le dernier match, comme Pascal Dufresne me dit souvent. Moi, l'important, c'est de gagner le dernier match de la saison. Et puis, il y a d'abord une gardienne, oui.
Mais la brigade défensive des Titans est vraiment solide. Les 6 joueuses se complètent bien. T'as une fille comme Eliane Michaud, là, elle fait pas beaucoup de vacarme, mais on la voit rarement faire des erreurs. Et puis, quand une fille joue avec Eliane Michaud, ben, peut-être se permettre un petit peu des petites sorties en zone adverse. Elle joue normalement avec Amélie Brassard. Amélie qui aime bien porter la rondelle en zone adverse. Et puis, bon, ben, tu as aussi une fille comme Jordan Laforme qui aime bien porter. Les 6 défenseurs sont un petit peu du même genre. Mais elle, la plante, encore hier, là, elle a failli en marquer 2-3. Elle en a marqué un seulement, juste un. Et puis, non, c'est vraiment une belle équipe. La défensive, il y est pour beaucoup là, dans les succès de. Ben, je l'ai relevé là, dans une espèce de petit bilan de fin de saison. Les Titans des Limoilou sont l'équipe qui a accordé le moins de buts dans la Ligue. Ouais. Et puis, c'est l'équipe qui en a marqué le plus. Alors. Et qui est la meilleure en avantage numérique, et qui est la meilleure en désavantage numérique. Donc, tu sais, à un moment donné, bon, évidemment, c'est des petits pourcentages, c'est des choses, mais ça reste que systématiquement, en tout cas, je vois moi aussi Limoilou, puis je pense que ça va faire une forme d'unanimité, là, à quelque part. Je pense que Limoilou, effectivement, est l'équipe, à cause de leur fin de saison notamment, là, qui nous laisse croire qu'elles sont parties sur une lancée, sont tellement. Il y a tellement un canevas dans la façon dont les choses se font. On le sent, la direction de cette équipe-là. Donc, je pense que je vais aller dans votre sens aussi en voyant Limoilou. Pour terminer. Oui, vas-y, Christian. Tout est une question de motivation. Puis je pense que rendu à ce stade-ci dans une saison, là, tout le monde est motivé, tout le monde veut performer, tout le monde veut donner le meilleur de soi-même. Et puis, bon, en dépit de la fatigue, là, parfois la motivation ou l'adrénaline et tout ça, là, des fois, ça te permet d'aller une marche plus haut dans tes capacités. Puis bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ah, absolument, absolument. Faut que les matchs j'ajouterais là-dessus que Pascal, je suis certaine qu'il est excellent pour motiver ses troupes parce que moi, j'ai vu la vidéo de l'équipe Québec au Jeux du Canada, le speech de Pascal avant le match contre Ontario, et je le regardais dans mon salon et j'aurais été prête à passer à travers un mur pour ce match-là. Fait que je suis sûre que ces speeches de motivation comme ça, ils sont excellents à tous les matchs. Bon, fait qu'on va donner un autre avantage encore à Limoilou. Écoutez, merci d'avoir fait le tour comme ça. Je veux qu'on finisse sur une chose. Puis je sais qu'on pourrait partir sur une conversation qui pourrait durer une autre heure. C'est pas nécessairement le but, mais comment va notre hockey collégial actuellement, féminin évidemment? Comment va notre hockey collégial? Est-ce qu'on le voit aller sur une pente ascendante? Est-ce qu'il va bien? Est-ce que la manne qui s'en vient en dessous est assez forte pour continuer de soutenir puis d'amener des joueuses? Parce que je sais que c'est une question qui est souvent posée, puis sans entrer dans tous les débats qui ont pu amener à parler de ça, est-ce que notre hockey féminin collégial D1 est en santé? Est-ce qu'on est capable de faire vivre cette équipe comme on a là? Est-ce qu'on est capable de s'assurer de garder un niveau de qualité puis de voir justement des équipes aussi comme les Lynx, comme les Patriotes remonter la pente, ou si on est un petit peu condamné à avoir 3-4 équipes dominées pendant tout le temps parce qu'il n'y aura toujours pas assez de joueurs. Bien, toujours, c'est un grand mot, là, mais je parle pour le moyen terme, disons. Pas assez de joueuses pour former vraiment une ligue complète de Division 1 de haut calibre. Comment vous voyez ça? Moi, je pense que le hockey collégial Division 1 est en santé, beaucoup plus que quand moi je jouais. Quand je jouais, il y avait 9 équipes. Là, on en a 7. Il en coupe une dans 2 saisons. Fait qu'on va être à 6 équipes. Le calibre va être vraiment plus relevé. Puis, tu sais, on parle du top 3, mais le top 3, là, il est là depuis le retour de la pandémie, peut-être la saison avant. Moi, quand je jouais, c'était Édouard Montpetit qui était la meilleure équipe dans le circuit, qui a gagné cette année-là contre les Titans. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est un cycle. Ça va aussi avec ce qu'il y a en bas au milieu du 3. Tu sais, je regarde les Titans qui sont bonnes année après année, mais leur structure est excellente. Ça fait combien d'années que vous finissez premier, Christian, au niveau milieu 3? Moi, je suis entraîneur au milieu 3 aussi. Je joue contre les As de Québec qui sont tellement bonnes.
je suis certaine qu'ils pourraient jouer dans le circuit collégial puis compétitionner avec n'importe quelle équipe. Tellement leur équipe Midget 3 est bonne. Donc, c'est sûr que ces filles-là de Québec vont aller à Limoilou après parce que c'est chez eux. Ça fait en sorte que l'équipe reste aussi dominante. Moi, c'est ce qui était arrivé quand Édouard Montpetit était excellent. Les filles du Richelieu étaient super bonnes. Ils sont restées chez eux, sont allées à Édouard Montpetit. Ça a été un cycle. Donc, elle a été très forte pendant que ces joueuses étaient là. Puis après ça, là, le cycle a tombé. Ils sont tous allés à John Abbott. Donc, ça se promène un peu. C'est sûr que les Knoxville, Limoilou, John Abbott restent tout le temps dans le haut. Mais, tu sais, la relève est bonne. Moi, je le vois, là. Tu sais, moi, je suis à Laval-Montréal dans ma structure de hockey mineur. Ça progresse. C'est vraiment en santé, je pense. Toutes les structures Midget 3, là, c'est sûr qu'il faut rivaliser avec les programmes comme Stansted et Bourget, qui sont des prep schools. Certaines filles il y a certaines filles de Stansted qui sortent de Stansted pour venir jouer 1 ou 2 ans collégial avant d'aller à l'université. Sinon, les joueuses vont là, font leur secondaire 6 qu'ils appellent, et vont directement à l'université, ce qui est comprenable aussi, là. Ça m'a amené, s'ils peuvent finir leurs études plus rapidement, tant mieux pour eux. Donc, mais c'est une réalité. Faut compétitionner avec eux, faut offrir des meilleures offres de services qu'eux pour les convaincre de venir chez nous. Mais de mon côté, je pense que le hockey féminin est en santé là, présentement pour cette catégorie d'âge-là. OK. Christian, comment tu vois ça? Je sais qu'à Québec, comme Léa disait, il y a un bassin, souvent le monde a dit justement, même l'universitaire, comment ça fait que Laval n'a pas d'équipe parce qu'il y aurait assez de monde justement pour les garder dans la région. Mais sans parler de l'universitaire, moi je parle vraiment du collégial, à savoir est-ce que le bassin est intéressant et qu'on est capable de maintenir et d'augmenter la qualité des équipes? Ben, je pense que pour augmenter la qualité, il faut d'abord créer un équilibre au sein du circuit. Puis, les dernières années, il y a toujours eu des équipes qui en ont arraché. Je me souviens, Lionel Groux, il y a quelques années, ça faisait pitié. C'était mes années, ça. C'était mes années. C'est pas pour rien que cette équipe-là est disparue du circuit. Là, il y a eu Saint-Laurent, il y a eu Édouard Montpetit. Je pense que finalement, là, pour un petit peu dire ce que Léa a dit tout à l'heure, mais je vais le dire autrement, il y a une équipe de trop. Dans le D1, il y a suffisamment de joueuses pour créer une 6e équipe solide, pour resserrer un petit peu la compétition, et puis de faire comme ça se fait ailleurs, d'avoir une division 2 avec une 5e ou potentiellement une 6e équipe, parce qu'il y a l'Outaouais qui serait intéressé, semble-t-il, avoir une équipe de 2e division, à tout le moins, mais d'avoir un système de relégation. Puis ça, l'effet que ça pourrait avoir au sein des deux ligues, D1 et D2, c'est que l'équipe, disons, qui sent qu'elle est pour finir 6e, mais ça va la motiver pour ne pas être descendue en division 2. Alors, ça motive les troupes. Et puis, mais la même chose en division 2. La première équipe pourrait passer en division 1. Alors, c'est une source de motivation supplémentaire de part et d'autre. Ça peut aider au recrutement, j'imagine, de savoir qu'il y a une forte équipe de D2 qui a une chance d'aller jouer en D1. Ben oui. Ça peut aider au recrutement parce que si la fille voit qu'elle a que l'équipe avec qui elle pourrait s'aligner a un bon momentum, ben à ce moment-là, ça peut être intéressant de voir ça comme ça. Est-ce qu'une 2e équipe dans la région de Québec est une possibilité, quelque chose qui entend? Parce que on sait que le bassin est gros à Québec, que ça marche bien à Québec. Il y a quelque chose qui se passe là. Est-ce qu'un, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, le Sainte-Foy, Lévis, peu importe qui, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le tas qui pourrait être intéressé à amener une nouvelle équipe là, pour peut-être justement géographiquement balancer les choses? Ben, je sais qu'il y a une équipe qui ne serait pas intéressée s'il y en a une 2e dans la région. Mais ça, j'imagine. C'est ce que j'allais dire. Je pense pas que ça ferait le bonheur de Limoilou que ça non, arrive, mais ça, je le comprends. Je le comprends. Moi, j'ai vraiment la perspective très, comment je pourrais dire, neutre là-dedans, où est-ce que je comprends très bien ces réalités-là. Oui. Mais il reste que pour le développement du hockey féminin, pour ces choses-là, c'est comme ça que je le vois. Évidemment que Limoilou, tant qu'ils peuvent avoir accès à toutes les meilleures joueuses de la région de Québec. Mais
Il y a déjà eu une équipe à Lévis, Lévis-Lauzon, il y a quelques années. Dans les années, là, je me souviens, où c'était Saint-Jérôme qui dominait, là, avec Marie-André Leclerc, etc., et quelques autres. Moi, c'est drôle, mais je verrais peut-être une équipe de deuxième division sur la rive sud, à Lévis, là, ou peu importe. Puis à Lévis, ils ont un bel aréna, là, à Lévis. Oh oui. Il y a des sièges des deux côtés de la patinoire, ça crée une belle ambiance, tout ça, c'est bien organisé. Une équipe de deuxième division, je dis ça pour une raison assez simple, c'est que ça aiderait Rimouski aussi. Ben, c'est pour ça qu'une équipe en Outaouais, tu disais, Phil, qui était intéressé, là, Outaouais-Rimouski, ça commence à être loin. Ah ben oui, ça, c'est sûr que ça, c'est problématique. Mais il reste que Rimouski, il y aura toujours la question des distances qui sera importante pour elle. Chez les gars, il y a l'Abitibi-Témiscamingue comment ils s'organisent, c'est que quand les équipes vont là, jouent 2 parties de la fin de semaine, c'est pas une partie. Fait que, il y a des moyens de s'organiser, là, c'est vrai. C'est comme ça aussi, là, avant. C'est comme ça avant. Exact. C'est ça. Mais je pose, comme je dis, je pose la question à savoir, à la base, parce que c'est ce qu'on m'amène toujours. Il n'y a pas. La base n'est pas assez importante pour soutenir et amener un volume de joueurs assez grand. Puis, comme on le dit, que D1, ultimement, que ce soit D1 ou D2, si effectivement la D2 est capable de monter, la D1 peut être reléguée, puis qu'on a un jeu là, bien à ce moment-là, on s'assure probablement d'avoir un flow, mais pour ça, ça prend quand même, parce que même si d'autres équipes s'intéressent à ça en disant, ben, je peux aller me faire une équipe D2 puis ultimement monter en D1 si ça va bien, au bout de quelques années, ça prend quand même les joueuses, parce que si année après année, on a de la misère, puis dès qu'il y a 2-3 blessures, on se retrouve à jouer à 14, c'est problématique, là. Oui, mais tu sais, il faut créer des opportunités aussi, là, puis, parce qu'il y a beaucoup de filles qui arrêtent parce que, bon, c'est sûr qu'une fille de la Gaspésie, c'est pas évident, de la Côte-Nord, etc. Il faut qu'elle joue avec les gars longtemps. Ça fait que, tu sais, mais il reste qu'il faut créer des opportunités pour que les filles voient qu'il y a des ouvertures, des perspectives d'avenir qui peuvent graduer, bon, M18, D1, D2 ou peu importe, là, D2. Puis, soit dit en passant, c'est pas parce que tu es en deuxième division que ton avenir est fini. On le sait tous que le hockey est un sport à développement tardif. Et puis, prenons l'exemple de gars qui sont dans la Ligue nationale qui n'ont pas été repêchés parce que, bon, ils n'étaient pas considérés comme assez bons. Et puis, finalement, une couple d'années dans la Ligue américaine ou dans un circuit ailleurs, puis, pof, à un moment donné, ils développent. Puis, c'est la même chose pour les filles. Tu sais, une fille qui est en Division 2, je prends comme Laurie Berube, qui est à D2 là, cette année. Est-ce que ces perspectives d'avenir au niveau universitaire sont finies? Je ne sais pas ses objectifs à elle. Mais moi, je ne vois pas pourquoi cette fille-là ne pourra pas avoir une opportunité à l'université. Puis, je ne te dis pas d'être sur le premier trio, mais tu commences. Puis, en plus, à l'université, c'est 5 années. Fait que tu continues de te développer. Tu as 5 ans pour te développer puis atteindre ton potentiel à peu près maximum. Au niveau étudiant. Après ça, bien évidemment, ben, là, il y aura des circuits professionnels qui seront présents un peu partout. Mais il y en a une fille qui l'a fait. Moi, j'ai une ancienne coéquipière, quand je jouais à Lionel Groux, en gardienne de but, Magali Parent jouait dans le Division 2 l'année passée à Trois-Rivières, puis aujourd'hui, elle joue dans le Division 3 aux États-Unis. Donc, tu sais, elle l'a fait le saut du D2 à l'universitaire. Puis moi, je suis allée voir, il y a 2 semaines, j'ai été voir Thetford contre Trois-Rivières. Donc, c'était la première position puis la 4e position. Puis je trouvais tellement que c'était du beau hockey puis qu'il n'y avait pas tant une grosse différence entre la première et la 4e position. Je trouvais ça intéressant. C'était la première fois que j'avais l'opportunité de voir le D2. Puis, tu sais, c'est quand même du bon hockey, là. Donc, c'est encourageant pour ça, mais je pense vraiment que de couper une équipe dans le Division 1 puis de tomber en 6 équipes, ça va faire une grosse différence. Là. Oui. L'annonce va être faite au mois de juin, je pense. Puis on est en période d'évaluation depuis un petit bout, on est encore dedans. Donc, je pense que ça va faire une différence. Surtout, tu sais, là,
les équipes commencent à être créatives aussi. Donc, on a des joueuses qui viennent de la France. Je pense que Christian, vous en avez une. Nous, on en a une. Il y en a à Jonabot, Saint-Laurent. Fait que on commence à aller chercher des joueuses un petit peu partout, qui fait que ça augmente le calibre. L'année passée, Jonabot avait des filles de Ottawa. Donc, tu sais, en étant créatif puis en allant chercher des joueuses un peu partout, en coupant une équipe, le calibre va être encore supérieur. Puis je pense vraiment que ça va être bon pour le circuit, là. Ouais. Effectivement. Non, puis comme Christian disait, il y a l'aspect des opportunités, effectivement, là, qui est majeur là, dans tout ça, parce que moi, je le vois beaucoup, par exemple, au football. On est rendu qu'on regarde ça, puis les joueurs qui se font recruter pour aller jouer universitaire, il y en a qui viennent du D2 et du D3. Là. C'est loin d'être juste la D1. C'est qu'il y a une approche ou une façon dont les choses ont tout le temps été faites dans le hockey, où les meilleurs jouent avec les meilleurs jeunes et on catégorise, puis avec le temps, bon, il y a quelques joueurs ou joueuses qui sont plus bas niveau qui finissent par monter d'une année à l'autre parce qu'il y a des réévaluations, mais il y a quand même un aspect de les meilleurs joueurs avec les meilleurs très jeunes. Ça split un peu les choses, tandis qu'en jouant au niveau scolaire, ben le fait de juste avoir une équipe proche de chez vous quand tu as 17 ans, si tu es à Trois-Rivières, donner l'exemple de Trois-Rivières, ben, tu as peut-être le goût d'aller au cégep à Trois-Rivières. S'il y a juste une équipe, ça ne veut pas dire que tu n'es pas une excellente joueuse. Ça se peut que tu aies juste le goût de jouer au hockey, mais ça se donne que tu joues en D2. Fait qu'on voit ça dans d'autres sports. Fait que peut-être que d'avoir plus d'équipes va faire en sorte que malgré tout, les meilleures joueuses des deux vont trouver des moyens de se rendre au prochain niveau pareil. Puis aussi, Exactement. vas-y, Léa, vas-y. Ben, ça veut dire que, tu sais, quand moi, je jouais, j'étais dans la dernière édition de Lionel Group, puis quand ils ont coupé le programme, tu sais, je comprenais pas trop, puis j'étais comme, je trouve ça plate, qu'ils coupent des équipes, puis que ça tombait, le D1 tombait à 7, puis je trouvais ça plate. Mais maintenant que je suis de l'autre côté, je vois vraiment les avantages de couper, puis, tu sais, je le vois totalement d'une façon différente, puis je pense vraiment que c'est ce qui est bon pour la santé du hockey. Puis aussi, pour le D2, moi, je pense qu'il manque une équipe à Montréal. T'sais, on a Drummondville, on a Trois-Rivières, on a Rimouski, puis on a Tête-Feuille. Je pense qu'il manque une équipe à Montréal pour justement donner l'opportunité aux joueuses de Montréal et de la grande région métropolitaine d'aller jouer. T'sais, là, je dis Montréal, mais ça pourrait être sur la Rive-Nord. Ça pourrait être le Grand Montréal. Ça pourrait être à Terrebonne ou quelque chose comme ça, pour qu'il y ait une équipe pour ces joueuses-là de la région. Je regarde moi, mon métier de 3, j'ai une joueuse qui s'en va des deux à Tête-Feuille, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à aller jouer dans la Division 2 puis s'expatrier de la maison comme ça. Donc, ça donnerait des opportunités à ces joueuses-là de rester proches, puis de continuer à jouer dans un niveau compétitif, puis ouvrir en 10 des équipes des deux s'il faut, là. Pour donner des chances, puis de continuer à jouer au hockey, puis de continuer à faire grandir le hockey féminin, là. Ouais. Puis aussi, tu sais, là, disons qu'on coupe une équipe, ça veut dire que c'est 20 joueuses qui s'en vont dans le D2 potentiellement. Alors, c'est des filles qui étaient dans le D1, puis que là, moi, je vois ça comme étant une façon de renforcer le D2. Puis, avant que j'oublie, on parlait de filles qui sont dans le D2. Il y a aussi, c'est des choix qu'elles font, là. Alice Binette est en programme de formation pour la police. Ben, ça ne se donne pas à Limoilou. Alors, elle, sa carrière, c'est d'être policière. Alors, elle est allée à Trois-Rivières, mais elle était dans la famille des Titans de Limoilou. Oui, parce qu'en police, c'est soit John Abbott, soit Trois-Rivières, soit Rimouski. Donc, si tu ne veux pas étudier en anglais, tu ne joues pas en Division 1 si tu veux faire ta technique policière. C'est ça. Fait qu'une fille comme Alice, elle est à Trois-Rivières en Division 2, puis elle a une saison quand même très convenable. Là. Je pense que c'est elle qui a le plus de buts dans la Ligue cette année. Et puis, c'est aussi ça, là. Tu sais, il y a des filles que si tu leur dis, écoute, moi, je signe pour telle équipe, puis l'année prochaine, elle va être dans le D2, j'ai un exemple, là. Une fille qui est du bas du fleuve. Moi, si on est dans le D2 l'année prochaine ou dans 2 ans, je vais rester à Rimouski, c'est proche de chez nous. Tu sais, tant qu'être dans le D2, on va rester chez moi. Exactement, c'est ça. C'est juste pour dire que, effectivement, là, l'idée, c'est pas c'est l'élite de l'élite ou rien. Puis c'est un peu ça, je pense qu'il faut amener dans la pensée. Ça ne veut pas dire que tu as un hockey collégial qui n'est pas en santé parce que tu as moins d'équipes D1. Il n'est pas en santé s'il y a moins d'équipes, point.
mais qu'elles soient en D1 ou en D2, c'est pas ça qui est le gros enjeu. Évidemment, si tu avais juste 3 équipes en D1, là, il y a un problème, mais à 6 équipes en D1, s'ils sont capables d'avoir une belle saison et que le calibre de jeu est assez bon, qu'ultimement, le D2, s'il se développe et qu'il y a beaucoup d'équipes et qu'il y en a une qui est assez forte pour monter éventuellement puis faire le chemin inverse, ce sera ça. Mais Moi, je pense que c'est ça qui est l'affaire intéressante, c'est de voir justement les opportunités, mais surtout être sûr qu'il y a assez de joueuses qui vont être intéressées par ça, puis qui ne vont pas lâcher entre le moment où elles ont 7-8 ans puis qu'elles jouent au hockey, qui montent, ils ont 10, 12, puis là, ne me tente plus de jouer avec des gars. Parce que je vois que c'est un problème, là, parce qu'il y a beaucoup de filles qui disent bon, regarde, j'ai pas nécessairement envie de jouer avec des gars, parce que dans le coin où je joue, il n'y a pas assez d'équipes de filles, où il faut que j'aille plus loin. Et puis là, peut-être qu'il y en a qui ont continué ici et là, mais au moins être capable de rattraper au cégep. Si le cégep, c'est juste du D1 ou rien, mais ça se peut que tu n'aies pas le calibre, mais pourtant, tu aurais aimé continuer à jouer. Ben oui, tout à fait. C'est ça aussi, là. C'est ça. Puis, tu sais, le système de relégation, ça a créé une dynamique qui devrait donner des bons résultats, là. Puis, mais il va falloir aussi stabiliser la structure, là. Puis 6 équipes, ça permet, bon, tu joues contre 5 autres équipes, donc tu peux jouer 6 matchs contre les 5 équipes. Ça veut dire pour un total de 30. Puis 6 matchs, ben, c'est 3-3. Alors, tu n'as pas une saison où Dawson va jouer 3 fois à Limoilou, puis joue 2 fois contre Limoilou à la maison. Tu sais, ça peut créer une espèce de déséquilibre aussi de ce côté-là. Et puis, tu sais, avec un calendrier uniforme, égal pour tout le monde, ben, tu sais, tu es chez vous 3 fois, tu es à l'extérieur 3 fois contre Limoilou, contre Dawson, contre John Abbott, etc. Ça créerait, puis je pense que c'est ce qui devrait arriver aussi éventuellement avec le circuit universitaire. Là. Moi, le circuit universitaire, je trouve qu'il n'y a pas assez de matchs, là, 25. Tu sais, t'en perds 4 de fil, puis ta saison est finie, là. Ben ça, c'est effectivement une autre affaire. Puis avec ce qu'on entend comme quoi Ottawa et Carleton ont demandé à quitter dans 2 ans, ben bon, regarde, on verra ce qui va se passer, mais c'est juste que c'est tout le temps intéressant de comprendre la dynamique un peu du hockey féminin qui est différente du hockey masculin. Puis je pense que le monde est plein de bonne volonté, surtout quand tu le regardes de l'extérieur. Mais quand on entend les gens qui sont impliqués là-dedans, nous expliquer à quel point ça peut être difficile, c'est sûr que la question, c'est bon, à quel point c'est réellement difficile, puis à quel point c'est vraiment compliqué ou fragile, pas difficile, je pense que le mot c'est fragile. Puis c'est d'essayer de comprendre cet aspect-là, parce qu'au bout du compte, plus il y a de monde qui joue, mieux c'est. Puis ultimement, la qualité va venir. Là. Ça commence par la base, et puis bon, plus il y aura de jeunes filles, tu sais, là, il y a des modèles de plus en plus qui font parler d'elles, puis bon. Oui, Marie-Philippe Poulain, mais il n'y a pas que Marie-Philippe Poulain. Il y a des filles qui. Il faut tu sais, moi, j'ai déjà écrit là-dessus pour dire que le hockey féminin se vendait mal. Et puis, je vais revenir sur le sujet là, à la fin de la saison, un petit peu dans une espèce de compte-rendu. Il y a eu un match des Étoiles D1 contre l'équipe M18 qui participait, l'équipe du Québec. Oui. Il n'y avait aucun journaliste. Aucun. Moi, je pense, à mon avis, que ça aurait été une belle occasion pour le RSEQ et Hockey Québec de dire on amène notre directeur général, Jocelyn Thibault, on amène notre directeur général, M. Roel, on fait un point de presse, puis on va expliquer c'est quoi les enjeux du hockey féminin actuellement, on est rendu où, etc., etc. Il y en aurait eu des journalistes. Entièrement d'accord. Puis, tu sais, Christian, la réalité, c'est que ça, c'est un autre belle affaire. Le RSEQ, est-ce que le RSEQ fait du bon travail de marketing en général? Là, on parle de hockey féminin en ce moment, puis tu mets le doigt sur quelque chose d'ultra important, à mon avis. On aime comparer ce qui se fait ici avec... on regarde, hey, la NCAA. On n'a pas les moyens de la NCAA, c'est pas ça l'histoire. Mais est-ce que la NCAA fait du gros travail de marketing? Assurément avec des ressources beaucoup plus grandes, mais ils font un travail de marketing. Ils ont compris cet aspect-là. Est-ce que le RSEQ fait son travail de marketing? La question peut se poser. Ben écoute, j'ai été obligé de courir après, pour avoir les photos des joueuses des équipes. Là, tu sais. C'est ça. Mais c'est pour ça que des personnes, tu sais, j'avais justement cette discussion-là avec des collègues à l'université aujourd'hui, puis c'est pour ça que des personnes comme vous deux, justement, sont importantes. Tu sais, Phil, tu
en parles du hockey féminin, mais tu parles de tous les sports. Christian, à chaque match, chaque fin de semaine, que ce soit Midget 3, que ce soit universitaire, que ce soit même dans le pro, il en parle, il met les résultats, il met les joueuses de l'avant, il écrit des articles. Donc, merci de mettre de l'avant notre sport, parce que c'est tellement... Si vous le faites pas, personne ne va le faire. Ben tu sais, merci de le dire, mais la réalité, c'est que une organisation ne peut pas miser sur la passion de 2-3 personnes à travers le Québec pour penser que ça va la faire vivre. Puis quand je dis la faire vivre, là, c'est la faire connaître, attirer des journalistes. Parce que nous, on le fait par passion, parce qu'on a du plaisir à le faire, puis on est content de le faire pour les sportifs puis les sportives qui en font. Mais ultimement, là, eux ont un travail à faire, puis à la limite, utilisez-nous. Mais je ne sais pas comment ça fonctionne pour toi, Christian, mais moi, c'est moi qui décide de parler de ce que je veux bien parler, là. Ça ne m'est pas arrivé très souvent que le RSEQ ou qu'une école m'appelle me dire « Hey, parle de ça, on a quelque chose. » Ça arrive là, à l'occasion, je ne veux pas dire que ça arrive jamais, mais dans les faits, moi, quand j'ai travaillé pour d'autres organisations, j'avais ma liste de contacts de journalistes, puis je les achalais régulièrement à leur dire qu'est-ce que je faisais. Il y avait bien le choix de décider de ne pas en parler ou de le relayer ou non. Mais je les nourrissais de ce que je faisais. Après ça, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est pas normal que ce soit nous qui nourrissons la bête à leur place. En tout cas, ça, c'est mon feeling à moi. Mais il reste que, oui, tu as raison là-dessus. Moi, ce que je déplore, c'est que les organisations, souvent, ils se fient sur le fait que, bon, on a un site Internet, on est sur Facebook, on est sur Twitter, on a une infolette. Mais les journalistes là, qui ont un travail quotidien à faire, il y en a 500-600 organisations comme ça là, qui ont des pages, des sites Internet, des pages Facebook, etc. On n'a pas le temps de faire ça. C'est ceux qui s'occupent de leurs affaires qui réussissent à avoir une percée dans les médias d'information. Un exemple, la presse. Moi, je lis la presse à tous les jours sur ma tablette, la Presse Plus. Je regarde dans la page où sont les statistiques. Il y a des petits carrés, là. Le RSEQ, il est où? Il n'est pas là. Et c'est pas normal. Puis, il y a la Ligue Frontière de baseball qui est là en plein mois de décembre. Exact. C'est des exemples parfaits, ça. C'est quoi que vous faites? Appelez-les, les dirigeants du service des sports à la presse, puis dites-leur, hey, mais mettons là, que ce serait peut-être pas bête de mettre notre chose à la place de la Ligue Frontière entre le mois d'octobre et puis le mois de mai, mettons, là. Non, exactement. C'est aberrant. Puis, tu sais, bon, le hockey universitaire féminin, tu as une petite case dans la section football, U-Sport. Mais c'est dans la section football. Si tu veux aller chercher des résultats ou des informations sur le sport universitaire, le hockey féminin, il faut que tu cliques sur U-Sport dans la zone football. Puis après ça, il faut que tu cliques sur hockey. Après ça, il faut que tu cliques sur un autre. Tu sais, quand ça dépasse 3 clics, là. Exact. Puis tu sais, ça revient à toute la machine qui ne part pas dans le bon sens, comme je dis, parce que j'ai dit souvent, puis je vais continuer de le dire, que je trouve qu'il y a une paresse intellectuelle dans certains médias traditionnels à ne pas aller justement chercher cette info-là, puis pas aller, alors qu'elle est là, puis je pense qu'il y a un rôle à jouer. Ouais. Par contre, au-delà de cette paresse intellectuelle-là, qui, je pense, ne sert à rien de se battre contre parce qu'il y a trop de monde qui ont essayé de le faire. Je peux penser à Serge Vleminck avant nous, qui a eu sa page dans le Journal de Montréal, mais lui-même, il en parlerait, puis il dit, garde, là, arrête de te battre contre des moulins à vent. Là. C'est un peu ça, puis il me l'a déjà dit. J'ai dit, c'est pas grave, moi, je vais réussir, mais évidemment, dans la vie, il faut t'écouter tes aînés. J'aurais dû l'écouter. Mais c'est pas ça, parce que je l'aurais fait pareil, la bataille. Mais la réalité, c'est qu'au bout du compte, il faut que ça vienne des organisations elles-mêmes. Puis le RSEQ a un travail à faire là-dessus. Puis quand je parle du RSEQ, là, le RSEQ, le monde doit comprendre que c'est les écoles. Hein? C'est pas juste la permanence. À quelque part, il y a une volonté dans ces différentes écoles-là, que ce soit cégep, université, de tout garder pour elles-mêmes puis faire leurs propres choses pour elles-mêmes. À un moment donné, il y a peut-être lieu de commencer à penser à tout le monde parce que ça fait en sorte que c'est l'organisation puis c'est le produit au complet qui paye. Tu sais, l'année passée, là, quand il est arrivé ce qui est arrivé à Saint-Laurent, Phil, je t'en avais pas parlé, là. Ça serait sorti nulle part, là.
Je sais. C'est comme, Je, puis je, aujourd'hui, je le sais, puis on n'en parlera la, même pas des Patriotes, là. la presse et Justement, là. Radio-Canada ont repris la nouvelle après, mais ils ont eu de la Ben oui, misère ils m'ont tout appelé, mais tout ça est parti parce que toi, tu as communiqué avec nous autres pour savoir ce qui est arrivé. Tu sais, c'est comme, tout part. Quand ils décident de s'y mettre, ça fait une différence, mais Exact. ils décident de s'y mettre. C'est pour ça que je trouve qu'ils ont un devoir. Mais comme je dis, puis ça revient un peu à ce que Christian disait aussi tantôt, ils reçoivent tellement de choses que c'est ceux qui se battent pour pour leur faire comprendre la valeur de ce que ça a, qui finissent par un moment donné tirer leur épingle du jeu. Évidemment, tu ne gagneras jamais contre les Canadiens de Montréal, là, mais c'est même pas ça l'objectif. C'est juste de dire, est-ce que je peux avoir ma place régulière? Peu importe comment, peux-tu l'avoir de façon régulière, de telle manière? Puis pour ça, il y a un travail qui doit être fait. Puis il faut arrêter de penser que les médias traditionnels vont faire ce travail-là à la place du RSEQ. Ben, les médias, oui, traditionnels, peuvent en faire un peu. Oui. Mais tu sais, moi, je prends comme l'exemple ici à Québec. Moi, j'ai travaillé dans un département de sport. On était 18 à un moment donné. Puis, je ne sais pas si je me trompe, mais je pense qu'ils sont rendus 6. Fait que c'est sûr qu'ils vont aller au plus rentable pour l'entreprise et puis au plus glamour pour eux-mêmes. Tu sais, absolument. moi, je vais couvrir des matchs à John Abbott, l'Arena McDonald. Tu es obligé de mettre des gants pour travailler. Là. Je suis pas sûr que Mathias Brunet irait là, lui. Tu sais, les conditions sont vraiment pas là. Non, exact. Mais tu sais, à un moment donné, c'est l'œuf et la poule. Oui. Si on en parle, il va y avoir du monde qui va le regarder. Tu le regardes, il va y avoir probablement des gens qui vont vouloir investir. S'il y a des gens qui veulent investir, on va donner des meilleures conditions. Exact. Ultimement, il va y avoir une chaufferette, sa salle de presse, sa galerie de presse. Mais il reste que moi, ce que je me dis, là, c'est que moi, j'en connais, j'en ai croisé encore il n'y a pas longtemps, des anciens collègues de travail qui sont toujours au boulot. Puis, c'est quoi, là, ce serait quoi de prendre, bon, je prends l'exemple de Québec. On a une équipe D1 à Limoilou. Ce serait quoi de prendre 15 minutes le vendredi ou le jeudi, appeler Pascal Dufresne. Pascal, ça s'annonce comment en fin de semaine pour vous autres? Puis, tu sais, on développe des façons de travailler que moi, un texte de 250 mots, ça prend 10 minutes. Fait que, puis des fois moins. Mais, tu sais, ce serait quoi de prendre une demi-heure le jeudi ou le vendredi pour faire un papier d'avant-match, puis le lundi, d'appeler le même Pascal Dufresne et de dire « Puis, Pascal, comment ça s'est passé? » À défaut d'aller voir un match une fois de temps en temps. Puis de dire, ben, en fin de semaine, oui, on va aller voir le midget 3 des gars, mais la fin de semaine prochaine, on va aller voir le collégial des 1 des filles. Tu sais, c'est encore une histoire de gars, là. Ben, exact. Puis ça aussi, c'est un bon point, là, le hockey. Le sport féminin versus le sport masculin, tu sais, c'est beau. Là, Léa, tu le vis, là, c'est sûr, depuis toujours, là, de voir qu'il y a des gars qui jouent le même niveau que toi à côté, puis il y a plus de glamour attaché, il y a plus de hype autour, il y a plus de, peu importe c'est quoi le terme, il y a tout le temps quelque chose d'un peu plus dès que c'est gars. Ça doit être frustrant à un moment donné de voir ça. Les gars, c'est une business, ça. Le meilleur gars d'âge de 17 ans, 18 ans, joue dans le junior majeur. La meilleure fille, 17-18 ans, joue au collégial des 1. Sauf qu'il y en a une que c'est une business, qui met de l'argent là-dedans, puis go, on publicise ça, puis l'autre, il n'y a pas de visibilité. Donc, c'est là la différence, sauf qu'il faut faire comprendre à la population que le collégial du 1, c'est l'équivalent du junior majeur. Tu sais? Mais ça, c'est pas tout le monde qui le comprend, puis le monde, dans les programmes, ne le comprennent pas. Fait que, comment tu veux que la population comprenne ça quand tes propres dirigeants ne le comprennent pas toujours? Donc, mais c'est sûr que ça peut être frustrant, là. Hey, à Limoilou, il y a une équipe de football. C'est couvert à tous les matchs. Oui. Surtout cette année, il était tellement bon. Puis, il y a une équipe de filles qui a un historique de succès. Moi, ça fait les 4 dernières années, là, j'ai vu un journaliste une fois au dernier match de la finale contre Lennoxville. Il y avait Zoé Thibault, Chloé Gendreau, etc. C'était une équipe, super de belle équipe. Et puis,
C'était la seule fois. Non, c'était pas ça. C'était la dernière année de Amy Fecteau à Limoilou. Et puis, là, on n'entend pas parler. Puis, tu sais, ça devient... moi, je me dis que il y aurait une façon. Puis ça, je l'ai réalisé. Là. Moi, ce que je demande des fois à des gens, là, partagez. Vous voyez une publication, c'est comme moi, j'invite mes lecteurs de temps en temps. Puis j'ai fait l'exemple le plus frappant à un moment donné quand j'ai parlé de hockey, du retour du hockey à l'Université Laval, le hockey féminin. C'était une nécessité. J'ai demandé aux gens avec une bande partager. Il y a eu 160 quelques partages, puis ça a été vu par pratiquement 20 000 personnes. Fait que moi, ce que j'aimerais, c'est que entre nous, nous développions comme ça une culture de partage d'informations pour que moi, ben, j'en amène 20, Léa en amène 20, Philippe en amène 20, tel autre en amène 20, la mère de telle fille en amène 20, qu'on se ramasse avec 20 000 personnes qui sont... Ben, 20 000, ça ne peut pas nécessairement arriver à tous les coups. Moi, je suis content quand j'accroche le 1000. Personnes, ça arrive quand même assez souvent, puis des fois, c'est dans les choses les plus simples. Je fais des reportages ou des textes avec des recherches, tout ça, je sais de quoi tu parles. de 700-800 mots, puis 500-600 lecteurs. C'est correct d'en avoir 500-600, c'est mieux que zéro. Puis la journée, le lendemain, je mets une photo un peu rigolote avec une petite légende, puis oups, 2500 personnes qui voient ça. Exact. Mais il y a des textes quand même qui ont eu du succès, tu sais, comme la série que j'ai faite sur l'avenir du hockey féminin, puis avec les témoignages de Caléane Lafort, de Émilie Lucier, Gabriel Santerre et quelques autres, Maëlle Laplante. C'est des choses qui ont été vues à 7, 8, 9 000 personnes. Fait que, tu sais, c'est quand même, tu vas toucher un public, puis, mais sauf que tu regardes dans le coin en bas, où 42 partages, 53 partages. Ben oui, c'est là que ça change tout, effectivement. C'est ça qui est toute la différence. Et puis, c'est une culture qu'on devrait développer parmi nous dans le milieu du hockey féminin ou dans tous les sports amateurs, tu sais, auxquels tu t'intéresses, Philippe. Mais moi, je me suis donné une mission unique, là, c'est le hockey des filles. Puis, je me sens très bien là-dedans. Et puis, mais sauf que le jour où je vais arrêter, qu'est-ce qui va arriver? Ben, exactement. C'est pour ça que je dis que, à quelque part, tu sais, tu parles, on prend le cas du hockey féminin, que le hockey féminin va continuer, même si toi t'arrêtes. Ben oui. Donc, c'est le hockey féminin qui a à s'assurer qu'il se vend, tu sais. Donc, il y a tout un travail à faire. Tu sais, on ne réglera pas ça aujourd'hui, malheureusement, mais je pense qu'il y a des choses, intelligentes à faire, mais en même temps simples, qui font en sorte qu'on s'aiderait à l'intérieur de nos propres cercles. Puis, à quelque part, au lieu d'être tout le temps en train de regarder si l'herbe est plus verte ailleurs, alors qu'elle est très, très, très verte chez nous, c'est juste qu'on la regarde peut-être pas assez poussée. Oui. Mais quand j'ai offert aux Titans de faire une couverture de leurs activités, moi, je leur ai dit, là, j'ai de l'expérience un peu. Et puis, pourquoi il y a des programmes d'écriture journalistique, ou etc., dans les cégeps, tout ça, ça pourrait faire l'objet d'un travail d'une année au cégep, avec des crédits accordés pour ça, pour venir couvrir les activités des Titans de Limoilou. Ça pourrait se faire dans tous les cégeps où il y a des équipes de hockey féminine. Et puis, moi, personnellement, ben, je pourrais servir de mentor, en quelque sorte, accompagner, puis leur donner des trucs, puis tout ça. Et puis, là, il n'y a pas eu de réaction. Là. Puis, je ramène la question à toutes les années. Est-ce que les profs s'opposent à ce qu'il y ait un étranger qui se mêle de ça peut-être, parce qu'effectivement, on ouvre tout le temps des nouvelles boîtes de Pandore à chaque fois qu'on rentre dans une nouvelle affaire. Écoutez, comme j'ai dit, on pourrait en parler pendant des heures de tout ça. Un gros merci d'avoir accepté de vous asseoir et de jaser de ça ensemble. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite des éliminatoires.
particulièrement, Léa, on va te et vous souhaiter le meilleur des succès dans votre prochain match parce qu'on va, avant de parler du reste, il y a un premier match à gagner, contre André Laurando. Fait qu'on va vous souhaiter un bon succès dans ce prochain match-là en espérant que ça continue votre saison. Puis on va suivre ce qu'il y en est. Évidemment, on va continuer de jaser de hockey féminin le plus souvent possible. Alors, encore une fois, un gros merci à vous autres d'avoir participé. Puis dans les deux cas, Dawson, c'est à 19h30 samedi. Puis pour les Titans, c'est à Édouard Montpetit à Longueuil à 19h30 aussi samedi. Bon, ben parfait. Donc, j'invite les auditeurs à venir soit à Longueuil ou à Westmount. Les billets sont disponibles sur le site du RSEQ, la billetterie en ligne. Donc, et ça ne coûte pas cher. Ça vaut la peine. Non. Oui. Merci beaucoup. Juste avant de terminer, à Limoilou, quand j'ai commencé, il y a une quinzaine d'années, j'allais voir dans le temps de Saint-Jérôme et tout ça, c'était 5 $ pour entrer. Disons en 2005 à peu près. Là. On est en 2023. Comment ça coûte pour rentrer à l'Arpidrome? Ça doit être 8 $. 5 encore? 5 $. C'est incroyable. La poutine coûte plus cher. Merci beaucoup. À très bientôt. On se refera ça. Salut. Bon match, Léa. Merci beaucoup.